c'est extrêmement réhumanisant quelque part. Enfin, tu vois, quand on t'entend parler et tu replaces vraiment le sens même de ce que ça veut dire qu'être humain, enfin, et la place qu'a chacun, encore une fois, c'est pas parce que visiblement tu n'as pas accès à la parole ou tu es porteur d'un certain handicap que tu ne peux pas être à la gouvernance d'une entreprise, que tu n'as pas le droit à ton vote, à ta voix au chapitre, à choisir avec qui tu as envie de vivre et ne pas vivre. Je suis pas sûre qu'on l'entende partout et j'imagine bien le chemin sinueux pour arriver à mettre ça dans la matière, vraiment à porter ce projet-là jusqu'au bout. Oui, c'est un chemin sinueux. Moi, j'utilise à dessein, c'est un combat quotidien parce qu'il y a besoin de créer l'espace. Et quand l'espace est créé, il faut le maintenir. C'est-à-dire que sinon, ça se referme tout seul. Oui, c'est pas donné et en même temps, et c'est vraiment quelque chose qu'on porte en termes de discours au sein de l'écosystème dans lequel on évolue. C'est juste défendre des droits élémentaires, en fait. C'est écrit dans la Constitution des droits de l'homme, dans la Convention des droits des personnes avec handicap qui est écrite à l'ONU. On n'invente rien, on essaye juste de défendre des droits élémentaires des personnes qui ne peuvent pas les défendre seules. Et des fois, ça crée une tension, en fait. Ça crée une tension entre l'énergie, le temps, les compétences, les moyens financiers que ça demande pour faire respecter ces droits élémentaires. Et donc, ça pose une question plus profonde. Qu'est-ce qui fait que dans notre société, on soit obligé de faire tout ça juste pour défendre ces droits de base ? Est-ce que c'est nous qui sommes un peu des ovnis ou est-ce que c'est ce qu'on a construit collectivement, en fait, qui a laissé de côté des gens juste parce qu'ils avaient un handicap ? Et pour moi, ça pose une question politique hyper profonde, en fait, cette réalité-là. Et quand on rencontre nos partenaires institutionnels, personne ne nous dit que ce qu'on fait, c'est débile. C'est du bon sens, en fait. Mais ce bon sens, une fois de plus, il est pas donné. Et effectivement, c'est un énorme travail. 25, on est à peu près 25 ans après, même beaucoup plus, si je repense à ta scène dans le train, où tu t'assois à côté de ce jeune homme. Aujourd'hui, tu revivrais cette scène-là, tu te réassirais à côté de ce jeune homme. Enfin, ce jeune homme se réassirait à côté de toi, plutôt, puisque c'est dans ce sens-là. Qu'est-ce que ferait le Gilles d'aujourd'hui ? Quels sont tes apprentissages ? Tu nous as déjà transmis énormément, tu vois, mais... La première chose que je ferais, c'est que je le regarderais et que je m'adresserais à lui, en fait, à la première personne du singulier. Et que, voilà, je te vois, et je te vois, est-ce que je peux faire quelque chose ? Est-ce que tu as besoin d'aide ? Et je m'adresse à lui, entre guillemets, normalement, en équivalence, en fait. Créer cette relation d'équivalence avec quelqu'un qui est très différent de nous, c'est hyper important, en fait. Et de voir la capacité d'autodétermination de cette personne. C'est pas parce qu'il est empêché qu'il n'est pas en capacité d'autodéterminer sa vie. Et voilà, c'est aussi un cadeau de ce chemin et laissé par Lucille, parce que j'ai pas dit en fait que Lucille est décédée il y a 14 mois maintenant, 6 mois après avoir aménagé chez elle avec ses amis, ses amoureuses. Comme si elle avait amené quelque chose à destination et qu'elle laissait une place.
Et donc ça, c'est aussi, bien entendu, avec elle que j'ai fait ce chemin-là. Avec elle et avec tous les gens qui étaient là. Je dis je, et je pense pas que à moi, je pense à Marie, je pense à son frère, à sa sœur, Maxime, Emma, et tous les gens qui l'ont rencontré, et qui ont un moment ont été touchés par qu'est-ce qui se passe là, je comprends pas tout en fait dans cette rencontre, mais je comprends qu'il y a quelque chose qui me bouge, qui me transforme, qui me transforme.